Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. La tendance des livraisons est oui, de nuit. Plus écologique et plus efficace, la livraison nocturne se développe partout en France pour répondre à la demande toujours plus exigeante. Un reportage, vous verrez, étonnant de Christophe Rigaud dans quelques instants. Et puis le sport à l'heure de la rentrée, la rédaction de Télé Nantes nous fera découvrir une activité étonnante, le tchoukball. Un mélange de handball et de volley qui séduit de plus en plus de licenciés, vous le verrez. Faute de travaux, une chapelle vieille d'un millénaire est menacée par les intempéries. LMTV Sarthe nous racontera en fin de journal le combat d'un passionné qui se bat pour sa conservation. Être livré en temps record et sans retard, c'est la nouvelle règle du commerce en ligne, qui plus est en période de rentrée scolaire. L'exigence des consommateurs complique cependant la tâche des transporteurs. Alors pour relever le défi de la livraison express, certains d'entre eux n'hésitent pas à recourir aux services de nuit ou en horaire décalé, vous allez le voir. Les colis arrivent à l'heure et vous allez le voir, c'est aussi plus écologique. Exemple à Marseille avec ce sujet de Christophe Rigaud. Il est 18h dans ce dépôt logistique de pièces automobiles de Marseille. Ces colis seront tous livrés dans la nuit, à Gap, Béziers ou dans le Rhône. Ces livraisons en horaire de nuit sont une tendance lourde du transport express. Et dans cette entreprise du secteur, on l'a bien compris, car livrer en journée est souvent synonyme de casse-tête. Vous avez tous les livreurs qui arrivent en même temps, ça sature la circulation, ça prend du temps. C'est pas très rationalisé, donc de ce constat simple, nous nous sommes dit, mais évidemment, des créneaux libres sont la nuit. Il est un peu plus de 4 heures du matin en banlieue d'Aix-en-Provence et Sébastien arrive de Lyon. Il a roulé toute la nuit pour livrer ce grossiste en pièces auto. Des horaires décalés qui sont un vrai plus pour ce chauffeur. On n'a pas les problèmes de la journée, que ce soit des bouchons, des accidents, il y en a moins. Et on peut être plus précis au niveau des livraisons, de son organisation, de tout ça, quoi. C'est plus simple. Beaucoup moins de stress, oui. J'ai fait de la journée et ça n'a rien à voir. Hein. Ouais. Les livraisons de nuit réduisent considérablement les temps de parcours, les risques de retard, mais elles sont aussi plus écologiques. Le camion est toujours en marche, donc on n'est pas arrêté. Nous, on estime le bénéfice à environ 20% de gains CO2 en moins sur les trajets, sur la distribution. Et quand nous produisons nos bilans carbone à nos clients, effectivement, ça nous permet de leur dire on est vertueux. Les colis de Sébastien déposés cette nuit sont récupérés dans ce sas sécurisé au petit matin. Un mode de livraison très apprécié par ce professionnel. Au plus tôt on va être livré, au plus tôt on pourra servir le client. En général, le professionnel, le garagiste, s'il va avoir un pont bloqué pour une pièce qui arrive à 10 ou 11 heures, ce n'est pas intéressant pour lui. Donc avoir trouvé la bonne solution en étant livré très tôt et pouvoir livrer le client dès 8 heures du matin, dès son ouverture, c'est un gain de temps pour lui et une solution pour avoir sa bonne pièce au bon moment. Avec le boom du commerce sur Internet, le secteur de la livraison a augmenté de 47% en 2 ans. Une forte croissance qui devrait voir la livraison en horaire décalé se généraliser. Réduire le coût de l'énergie tout en préservant l'environnement, tout le monde en rêve bien sûr, même si l'équation reste difficile à résoudre. Dans les Vosges, vous allez le voir, pourtant un passionné de mécanique vient de concevoir une hydrolienne d'un nouveau genre. Celle-ci n'a besoin que de 60 cm d'eau pour produire la consommation quotidienne de 10 à 20 foyers. Une prouesse technologique encore en développement. Les précisions de Ludovic Bizilia et de Denis Lequien pour la rédaction de Vosges Télévisions. Il suffit de quelques tours de clé plate pour en desserrer le frein et remettre ses pales en mouvement. Sur le canal d'Amné d'une ancienne usine textile d'Éloie, Alain Saint-Dizier peaufine son hydrolienne. Passionné de mécanique, cet autodidacte installé à Vagney s'est lancé dans l'aventure de l'énergie un peu par hasard, initialement pour oxygéner les cours d'eau. Au départ, on partait pour envoyer des bulles d'air dans l'eau et après, on s'est dit qu'on n'arriverait jamais à rentabiliser ce principe. Donc, on a apporté une génératrice pour pouvoir créer de l'énergie et améliorer les cours d'eau. Cette hydrolienne produit de 40 à 60 kWh, soit la consommation quotidienne de 10 à 20 foyers. Une microproduction donc peut-être, mais une unité facile à installer et sans aucun impact ni sur la faune ni sur la flore.
Il me faut 60 cm minimum de hauteur d'eau sur un courant de 1 mètre seconde. 1 mètre seconde, c'est la vitesse moyenne des cours d'eau vosgiens. L'autre avantage de cette hydrolienne d'une dizaine de tonnes, c'est son installation rapide à l'aide d'une grue en 3 heures seulement. Quant au principe de production d'électricité, s'il est simple en apparence, sa mise en pratique est beaucoup plus complexe. Pour faire tourner la génératrice, il s'agit de passer de 6 tours minute à 400. Le secret est dans les boîtiers de transformation de mouvement poussé en mouvement rotatif. Mais j'en dirai pas plus. Un secret donc bien gardé, 2 multiplicateurs dissimulés sous cette bâche que nous n'avons pas été autorisés à filmer. L'ensemble est d'ailleurs sous vidéosurveillance car de multiples études sont toujours en cours. Un second prototype va être construit dans les prochaines semaines avec des améliorations du procédé, de l'amélioration du design également. Et l'idée, c'est d'une commercialisation d'ici la fin de l'année. Le projet a déjà coûté 400 000 € à ses concepteurs. Objectif, en produire une dizaine l'année prochaine. Faire les achats pour l'école, mettre de côté les vacances bien sûr ou encore s'inscrire à de nouvelles activités, la rentrée est souvent un moment très stressant pour les familles. Alors pour se détendre et pour refouler le stress, que diriez-vous de faire un peu de sport ? À Nantes, vous allez le voir, une nouvelle pratique est en plein développement, le tchoukball. C'est un mélange de handball et de volley. Impressionnant, vous allez le voir. Convivial, pourtant le tchoukball attire de plus en plus de licenciés. Ces règles vous sont expliquées par la rédaction de Télé Nantes. Regardez, c'est très étonnant. Prenez le shoot du handballeur, la réception du volleyeur ou encore la rapidité du joueur de pelote basque et vous aurez le mélange idéal pour pratiquer le tchoukball. Pour jouer au tchouk, on a juste besoin d'un ballon de hand, c'est exactement la même taille que les ballons de hand, c'est un taille 2 et un cadre, on appelle ça un cadre du coup, effectivement qui ressemble à un trampoline. Il faut lancer le ballon sur le trampoline et que ça retombe dans le terrain pour marquer un point, sans que la défense se rattrape. Autre particularité pour un sport collectif, hommes et femmes jouent ensemble, pas de contact ni d'interception autorisée. C'est vrai que quand on commence le tchouk, on est frustré parce qu'on vient tous de sports collectifs, du hand la plupart, ou du foot, et du coup on a toujours envie d'intercepter les ballons. Le Tchoukball Club Nantais découvre le championnat de France. Créé en juin 2016, le club compte 22 joueuses et joueurs de 15 à 47 ans. Mais face à des équipes comme Le Havre ou Paris, il s'agit surtout de progresser. Le ballon va beaucoup plus vite que nous. On reste bien en position. Nous, on est là pour apprendre avant tout. On va dire qu'on ne tchouk pas dans la même catégorie. C'est vraiment beaucoup d'échanges, même pendant les matchs avec certaines équipes comme Paris qui se débrouillent beaucoup mieux que nous. Même nous guident des fois sur le placement ou ce genre de choses. Reste maintenant à multiplier le nombre de clubs. On en compte actuellement une vingtaine en France. L'objectif c'est ça, c'est de développer des clubs un peu partout en France pour qu'on multiplie les événements, qu'on se fasse connaître de plus en plus. Voilà, c'est un sport qui est très pratiqué en scolaire aussi, mais du coup, les clubs ne sont pas forcément dans les villes après, donc les enfants ne peuvent pas forcément enchaîner avec un club. Des compétitions plus régulières pour attirer de nouveaux adeptes. Dans les tribunes, en tout cas, le spectacle est apprécié. C'est super intéressant. Il y a des règles, je ne maîtrise pas encore toutes les règles, mais franchement c'est motivant. On arrive à suivre quand même les équipes et à comprendre la tactique de jeu. Pour séduire, le Tchoukball Club Nantais propose d'ailleurs 3 séances gratuites le vendredi soir pour tester ce sport avec une promesse comme un cri d'équipe. Y a-t-il un âge pour débuter le sport ? 4, 5 ou 6 ans ? La réponse n'est pas tranchée. Dans les Yvelines, un petit bonhomme prénommé Georges a commencé, lui, le golf à l'âge, écoutez bien, de 2 ans et demi. Une passion précoce pour les greens qui fait de Georges, évidemment, le plus jeune licencié de son club. Son portrait par TV78, la chaîne des Yvelines, regardez. Qui est-ce qui t'apprend à jouer au golf ? Papa. Une passion de père en fils. À 4 ans seulement, Georges est le plus jeune licencié du golf Isabella de Plaisir, une histoire avec les clubs qui a débuté il y a presque 2 ans. Ça faisait 1 an, enfin un peu moins d'1 an, ça faisait 6 mois qu'il avait démarré. Et donc il y a eu cette période de Covid où on était tous à la maison. Et là, pendant les après-midi, lorsqu'on était enfermés, j'ai sorti un club et vraiment j'ai remarqué que Georges était très attiré. Il tapait avec moi pratiquement tous les midis, des balles pour faire des petites approches. Pour François, son père, Georges a déjà les qualités pour faire de lui un futur bon golfeur, et ce, même en temps de pluie. Je trouve qu'il reste très concentré,
Parce qu'il apprécie vraiment ça. Son objectif, quand il tape une balle, c'est de nous montrer qu'il a réussi. Donc il est très fier lorsqu'il a réussi à taper la balle. Et après, vraiment, essayer de la rentrer jusque dans le trou. Et il reste très patient. Donc ça, c'est vraiment bien. Et c'est aussi autre chose, c'est que quand il rate un coup, il arrive à se reconcentrer et dire c'est pas grave, je vais réessayer une deuxième fois. Tous les dimanches, l'apprenti golfeur vient sur le domaine de plaisir, soit pour jouer avec sa famille, soit pour renforcer ses bases lors d'un cours de 45 minutes. Georges a été licencié l'année de ses 2 ans. Enfin, au cours de sa 2e année, voilà, il a démarré à 2 ans et demi et on a grand plaisir à le compter parmi nos effectifs. C'est effectivement notre plus jeune pousse et ça prouve à tout le monde qu'il n'y a vraiment pas de limite pour commencer le golf. Papa, regarde-moi. Contrairement à d'autres enfants du club, il a moins déjà besoin de ses parents pour aller tout de suite en cours. En fait, il est super motivé, il n'est pas trop timide. Georges a déjà passé son premier drapeau en cours et lorsqu'on lui demande, il se voit poursuivre sa passion pour toute la vie. Débarqués dans nos vies il y a quelques années, ils sont désormais partout. Les QR codes ont même gagné le monde du luxe. À Limoges, vous allez le voir, une manufacture de porcelaine propose depuis peu un service de table connecté. Objectif, rendre unique et numérique un savoir-faire historique. Les détails et les explications d'Alain Druot, de la rédaction de 7 à Limoges. Pas encore bicentenaire, mais avec 180 ans d'activité, Haviland est connu partout dans le monde pour la qualité supérieure de ses décors. Œuvrant dans le domaine du luxe, la manufacture est aussi dans l'air du temps. Une nouvelle création est même connectée. Une coquetterie digitale sous la forme discrète et très technique d'un QR code. Ce QR code renvoie évidemment à l'histoire d'Haviland, à tout un panel d'histoires et de belles histoires qu'Haviland peut raconter. La porcelaine est une matière à considérer. À la cuisson, la pièce peut se réduire de 13 à 15%. 13 à 15% de différence entre une assiette crue et la même pièce à la sortie du four. Tout bouge, tout change. Et les QR codes n'aiment pas le changement. Il a fallu qu'on fasse comme travail, c'est tout un travail de recherche sur... on l'a imprimé à l'or. Donc qui dit or dit effet miroir. C'est pas facile de flasher un QR code qui a un effet miroir. Donc il fallait que ça fonctionne. On savait pas en taille minimale, en taille maximale, bon ça y est, pas de problème. Est-ce que ça s'imprimait bien? Est-ce qu'on pouvait le modifier? Donc il y a eu tout un travail de recherche comme ça en platine, en or, pour savoir ce qu'on pouvait faire, jusqu'où on pouvait aller. Et ensuite on a voulu bien entendu le personnaliser. Donc on a réussi à intégrer le logo Haviland au sein même de ce QR code. Et au bout du QR code, un contenu numérique exclusif. C'est pour Rêve du Nil de raconter la genèse de ce décor, ce qu'il apporte, sa magnificence. Rêve du Nil est le premier service de table en porcelaine connectée avec une frise en relief en or peinte à la main qui assurera un peu plus la renommée de Limoges dans le monde aux côtés des grands classiques de la manufacture. Des brebis à la place des machines, le principe de l'éco-pâturage se développe un peu partout en France. En Gironde, des brebis landaises viennent d'élire domicile près d'un des ponts les plus importants de la région. Leur mission, manger l'herbe et entretenir ainsi le paysage sans polluer. Un reportage d'Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Aux abords de la départementale 10 et à l'abri des voitures, de drôles de dames pointent pour la première fois le bout de leur nez. 8 brebis landaises, choisies pour leur expérience dans l'éco-pâturage, découvrent leur nouveau terrain de jeu sur les talus du pont Eiffel. On peut pas trouver mieux. Et puis c'est vrai que nous, tous les matins, on fait cette petite balade tranquille. On a trouvé ça super intéressant de voir ce projet. Réduire l'impact environnemental, sensibiliser à la végétation et même limiter le risque d'accident. Pour le département de la Gironde, qui doit gérer tout au long de l'année près de 6000 km de routes départementales, l'éco-pâturage est une vraie solution d'avenir. Économiser le carbone, économiser l'essence et le diesel des engins, économiser la fatigue du personnel qui, dans des endroits comme ici, doivent travailler avec non seulement avec pas des gros engins, mais avec du matériel à main, ce qui est quand même difficile. Une alternative possible grâce à ces animaux uniques, des ovins de race brebis landaise, protégés par le Conservatoire des races d'Aquitaine, menacés d'extinction il y a encore quelques temps. C'est pratiquement l'une des plus petites races de France, puisqu'on dépasse tout juste 2000 têtes de brebis. Il y a un siècle et demi, il y avait entre 1 million et 500 000 brebis de cette race-là. En totale autonomie, les brebis auront chaque semaine la visite d'un berger afin d'assurer le bon déroulement de l'expérimentation, qui devrait donner ses premiers résultats d'ici 2023.
Voilà, restons proches de la nature pour découvrir à présent un projet écologique fruit d'une belle passion, celle d'un couple dans la Loire. Émilie et Boris sont les heureux créateurs d'une pépinière écologique. Un espace où le temps est naturel et où la faune et la flore au centre des attentions. Un très beau reportage d'Alice Calvé pour TL7, la chaîne de la Loire. Ce jardin où les guimauves côtoient les reines des prés donnerait des envies de jardinage à n'importe qui. C'est l'œuvre de Brice et Émilie qui ont créé cette pépinière écologique. Les plants sont bio, entretenus à la main et sans produits chimiques. Ici, ce sont elles qui donnent le rythme. Voilà, elles ne sont pas forcées, on dit. Donc la plante, elle a le temps de grandir. Elle grandit beaucoup plus lentement. Donc par contre, nous, du coup, il faut plus les arroser, il faut plus un entretien de plus. Au bord de la rivière l'Écolaise, la pépinière fait le bonheur des promeneurs, mais profite aussi aux insectes et autres animaux. Ah oui, c'est une abeille charpentière, là. En plus de proposer une centaine de variétés de plantes, les jeunes jardiniers conseillent les amateurs. Ça, c'est le domaine de Brice. Il a d'ailleurs fait ses armes en tant que paysagiste au parc de la Tête d'Or à Lyon. La lavande, qui est une grande ornementale, mais celle-là, j'ai trouvé dans la Drôme. On fait aussi ça avec les collectivités. Par exemple, à Husson en forêt, il y a un musée sur lequel on forme un jardinier qui doit restaurer un jardin de curé. Émilie, elle, s'occupe de la pépinière et s'est pris de passion pour les fleurs à bouquet, comme le gypsophile. Le couple a tenu à partager les tâches pour respirer un peu et ne pas subir l'aventure à deux. Émilie et Brice ont même suivi une formation qui leur a offert quelques clés pour travailler en couple. Le respect des peurs de chacun, le respect des priorités aussi de chacun. Donc chaque semaine maintenant on fait des réunions qui sont de l'ordre du travail, mais aussi de quelles sont mes priorités et quelles sont les émotions que j'ai ressenties dans la semaine. Quand tout se mélange, en fait, ça peut devenir un peu, disons, dangereux parce qu'on confond le temps libre avec le boulot parce que c'est de la passion. Et puis il a fallu apprendre à vivre avec peu et à être autonome grâce au potager. Émilie et Brice vivent dans un petit chalet sur leur lieu de travail. Ils espèrent pouvoir déménager bientôt dans un appartement au centre du village et se verser enfin leur premier salaire. C'est un site historique rempli encore de secrets. La citadelle de Douyen dans la Somme fait l'objet de nouvelles fouilles archéologiques. Objectif, en apprendre un peu plus sur le site et son évolution fonctionnelle à travers le temps. Entre remparts pour lutter contre les envahisseurs ou prisons pour les femmes, plongeons dans les souterrains de la citadelle avec Jérémy Houbron de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. C'est une muraille de grès vieille de plus de 5 siècles. Pourtant, si la citadelle de Doulan est habituée à recevoir du public, elle est bien loin d'avoir révélé tous ses secrets. Dans ses entrailles, une équipe d'archéologues compte bien faire la lumière sur un peu de son histoire. Et voilà, on va pouvoir commencer à faire le relevé papier. Séphora est étudiante. Dans un des bastions de l'édifice, elle mesure, photographie, schématise une canonnière et ses ferrures. On a 2 gonds sur les côtés et en haut, on a une attache avec un anneau. Donc on peut supposer que la porte qui permettait de fermer la canonnière se fermait horizontalement et qu'il y avait un verrou placé verticalement pour fermer la canonnière et protéger les défenseurs. Construite en 1534 sous le règne de François Ier pour défendre le royaume contre les Espagnols, la citadelle de Doulan subit au fil des siècles bien des modifications. D'abord prison, elle devient hôpital militaire, puis annexe du camp de Buchenwald sous l'occupation nazie. Bref, elle en a vu, cette citadelle. Si bien qu'aujourd'hui, il devient difficile d'en dater chaque aménagement. Ça devrait nous permettre de repérer éventuellement différentes typologies de fermeture et peut-être de dater différents moments de réaménagement des bastions. Des réaménagements qu'il faut sonder, observer et même immortaliser. Aux confins de ce dédale souterrain, une autre équipe est au travail. Théo prépare un diplôme d'ingénieur topographe. Équipé d'un scanner, il parcourt les contremines de l'édifice, 1400 mètres de galerie qu'il pourra ensuite modéliser en 3 dimensions. Le principe donc c'est de positionner des scanners et puis qui vont mesurer des points, des millions de points à la seconde et puis après d'assembler tous ces scanners pour pouvoir avoir un chemin avec
tout l'ensemble des données qu'on a mesurées. Un objet d'étude sur près de 30 hectares qui permettra de mieux comprendre l'histoire du site, mais également de le sécuriser. Il y a énormément de cheminées qu'on appelle des évents dans les contremines, dont certaines, on ne sait pas les localiser en surface. Donc grâce au travail de l'INSA, ce travail souterrain, eh bien, on va pouvoir localiser les points qui pourraient être susceptibles d'être dangereux et de les sécuriser. D'ici l'année prochaine, les relevés 3D serviront à l'élaboration d'une visite virtuelle des souterrains de la citadelle pour rendre visible une histoire imperceptible à nos yeux. D'un site historique à l'autre, prenons la direction de la Sarthe. Je vous le disais dans les titres, une chapelle vieille de 10 siècles est en danger, faute de travaux. Pourtant, classée monument historique, elle est aujourd'hui rongée par l'humidité. Heureusement, des bénévoles luttent comme ils peuvent pour la sauvegarde de l'édifice religieux. Un reportage d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Eh bien, nous allons entrer dans la chapelle Notre-Dame des Vertus. Jean est un peu le gardien d'un trésor. Un trésor où chaque objet a son histoire et où chaque histoire est racontée par Jean. C'est ici, au fond, le symbole de l'Annonciation faite par l'archange Gabriel. Voilà une vingtaine d'années que ce passionné veille sur le plus ancien sanctuaire de la Flèche, un monument de presque 1000 ans, aujourd'hui bien mal en point. Vous voyez l'humidité sur les pierres de tuf, ou alors la sécheresse, l'absence de travaux, et vous voyez ici le problème sur l'autel de Saint-Joseph, le problème de cette voûte qui est bien misérable. Ici, il faut dire que la vieille dame ne s'est pas offert de lifting depuis les années 1960 et à coup sûr, elle aimerait bien se refaire la toiture. On est en train de perdre une partie de ce patrimoine par négligence d'entretien. Je ne veux pas jeter la pierre à notre municipalité parce que je sais qu'il y a beaucoup de travaux à faire, mais depuis le temps que nous demandons la réfection de la toiture, j'espère que bientôt viendra le moment où nous aurons des devis. Les infiltrations menacent surtout ce plafond entièrement peint daté du XVIIe siècle. La ville, propriétaire de l'édifice, est déjà intervenue pour restaurer ces 2 piliers, mais si de gros travaux ne sont pas vite entamés, Jean craint pour l'avenir de sa tendre chapelle. Que les pierres de tuf éclatent et tombent, et donc le danger, c'est que tout finisse par s'écrouler. Si Notre-Dame n'est pas encore sauvée, qu'elle se rassure, Jean et les autres bienfaiteurs ne sont jamais bien loin quand il s'agit de raviver une flamme. Il est l'un des domaines les plus grandioses de l'Occitanie. Le château de Castries dans l'Hérault surplombe les magnifiques plaines du Languedoc. Son histoire raconte le passé d'une famille qui fit rayonner la région, la France et même les États-Unis. Un reportage découverte d'Anne-Sophie Pellegri pour Via Occitanie. Des images somptueuses, regardez. À une vingtaine de kilomètres de Montpellier, cet imposant édifice surplombe les plaines du Languedoc. Il est le berceau de la famille de la Croix de Castries qui contribue à la grandeur de la France et à l'indépendance des États-Unis. Entouré d'un jardin à la française dessiné par Lenôtre, abreuvé par un aqueduc réalisé par Pierre-Paul Riquet, le château de Castries est l'un des ensembles monumentaux les plus importants du sud de l'Occitanie. Le château de Castries a été vendu à la commune en 2013. Depuis, c'est l'association Les Amis du château de Castries qui s'attache à redonner au domaine tout son éclat d'antan. Quand le duc et la duchesse ont quitté au milieu des années 80, je crois que c'est 87, le château, tout est resté tel quel. Il y avait effectivement le whisky dans les bouteilles de whisky, les cigares dans les boîtes à cigares, le bureau du duc qui était académicien avec tous ses archives, ses papiers. C'est ce qui fait, à mon avis, l'intérêt principal de ce lieu, c'est de témoigner de la manière dont vivait une famille aristocrate à l'époque. Dans cette bibliothèque où sont entreposés temporairement les tableaux, vous avez ici donc le personnel central de la famille, Charles Eugène, Gabriel de la Croix de Castries, son grand uniforme de commandant de la gendarmerie, son bâton de maréchal. Et vous regardez son beau profil, on le retrouve là-bas, sur ce buste, qui est la copie du buste qui se trouve à Sainte-Lucie, le buste du maréchal Charles Eugène Gabriel de la Croix de Castries. Un maréchal qui donna son nom à la capitale de l'île Sainte-Lucie pour avoir milité en faveur de la restitution de l'île à la France par la Grande-Bretagne
lors du traité de Versailles en 1783. Mais l'histoire de la maison de la Croix de Castries commence 3 siècles plus tôt. La famille de la Croix, elle vient en fait de Majorque. C'est une famille de commerçants devenus riches. Elle avait de l'argent. Mais à ce moment-là, si vous voulez, l'argent ne suffit pas pour paraître en société. Il faut de l'argent, il faut un nom. Et pour se faire un nom, il faut une terre. Guillaume de la Croix achète la baronnie de Castries le 3 avril 1495 et se fait une place dans la noblesse française. 5 générations plus tard, son descendant, René Gaspard, devient le premier marquis de Castries. C'est lui qui, en 1660, a l'idée de faire un jardin à la française en sollicitant André Le Nôtre. André Le Nôtre vient de terminer sa formation en Italie et il vient de réaliser le parc de Vaux-le-Vicomte. Donc André Le Nôtre va venir à Castries, va établir les plans d'un parc à la française et pour respecter les règles d'un parc à la française, il va demander de l'eau pour pouvoir faire ses miroirs d'eau, ses cascades et ses jets d'eau. Le parc du château de Castries est ouvert au public tous les jours de l'année. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.